Dans cette vidéo, nous allons étudier notre chapitre 6 où nous parlerons de la période entre 2007 et 2019 avec le commerce international de la France qui est à l'épreuve de la crise des subprimes. Alors la première entreprise dont je voulais vous parler pour commencer ce chapitre, c'est une entreprise que vous connaissez bien. En tout cas, vous connaissez bien le produit puisqu'on va parler des carambars. Et en fait, le carambar, c'était une marque qui appartenait au géant de l'agroalimentaire américain, Mondelez. Et jusqu'à présent, il est fabriqué en Pologne et en République tchèque. Et en fait, cette marque, elle a été rachetée par, vous voyez ici, le fonds d'investissement français Euraseo. Et en fait, leur objectif, et ça c'est novateur par rapport à ce que je vous ai déjà dit, c'est que Euraseo rapatrie et relocalise en France la fabrication de confiseries, de chocolat, de bonbons, etc. Donc c'est comme ça que les chocolats Poulain ont quitté l'Allemagne pour s'installer à Blois. Les bonbons fabriqués en Espagne avant, eh ben, ils ont été ramenés dans la Vienne, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'existe pas très souvent, un fonds d'investissement qui a l'objectif de relocaliser. Alors il relocalise avec des investissements, vous voyez, de 35 millions d'euros pour créer des usines presque entièrement automatisées. Donc ce n'est pas des usines qui créent beaucoup d'emplois, cependant c'est des usines qui font qu'on va améliorer notre situation puisqu'on n'aura plus à importer nos carambars. Et vous voyez que c'est un fonds d'investissement qui gère aussi les pastilles Vichy, les bonbons Créma, la pique qui chante, les chocolats Rocher-Suchard, les chewing-gums Malabar. Donc voilà, c'est intéressant puisqu'il y a quand même 1000 emplois qui sont derrière ça. Et voilà, l'aventure est belle. Deuxième document, deuxième belle aventure, c'est le textile 1083. Et dans les précédentes vidéos, on a vu que finalement le textile français, ou alors vous l'avez peut-être compris, le textile français a presque disparu parce que le textile asiatique, et notamment chinois, depuis la fin des quotas sur le textile chinois, eh bien la plupart des vêtements qu'on achète aujourd'hui, ils viennent de l'étranger. Hein, la France n'a plus de fabrication dans ses frontières de produits. Alors 1083, c'est une entreprise, vous voyez, qui existe, qui a eu une existence un peu échelonnée, hein, donc 2007, 2013, mais en fait la volonté c'est vraiment de vous dire que vous avez un jean qui est fabriqué à moins de 1083 km de chez vous, puisque 1083 c'est la distance entre Menton, une ville tout à fait à l'est de la France, sud-est, et Prospoder dans le Finistère, donc en Bretagne. Donc c'est les villes les plus éloignées de France. Et c'est ce qu'ils disent hein, sur leur site. Vous avez un jean ou des chaussures, ou ce qu'ils ont sur leur site, fabriqué à moins de 1083 km de chez vous. Donc ça c'est intéressant parce que alors qu'on sait que la filière textile française, elle a été complètement abandonnée depuis les années 2000, eh bien, on a quand même des entrepreneurs hyper dynamiques qui essayent de rapatrier la production en France. Et évidemment, si on achète un jean produit en France, c'est une importation qu'on n'aura pas à faire. Et donc, c'est bon pour notre commerce extérieur. Voilà, sur un de leurs sites, ils vous montrent hein, les distances des villes et puis où sont fabriqués l'ensemble des éléments pour fabriquer un jean, du tissage, la filature, les fils à coudre. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus une entreprise en France qui fabrique les rivets. Vous savez, les rivets, c'est ce qui ressemble aux boutons qui sont au-dessus des poches sur les jeans. Et là, ils sont obligés de s'approvisionner à l'étranger, mais ils ont quand même le label Origine France. Donc voilà, deux situations porteuses d'espoir pour la production et puis pour le commerce international français. Voilà pour nos documents d'introduction. Ah non, j'en ai un troisième, une autre belle aventure, le thé 1336. Et là, ces personnes qui ont repris et qui ont créé l'entreprise 1336, eux, ils ont été victimes de cette recherche de profit à court terme, puisqu'ils avaient une usine qui appartenait à l'entreprise Unilever, une grosse entreprise d'agroalimentaire. Et il y a 10 ans, cette entreprise Unilever, elle annonçait la fermeture de l'usine Fralib à Gemnos, dans le sud de la France. Et en fait, les salariés se sont dit, mais on a les machines, les outils de production, c'est trop dommage de fermer l'usine, et donc pourquoi pas racheter nous l'usine et la faire tourner, créer notre propre marque.
Donc Unilever, c'est une grosse entreprise, hein. C'est une entreprise, là pour le thé, c'est Lipton et les tisanes éléphants. Donc vous voyez qu'il y a du lourd derrière. Mais alors là, aujourd'hui, ils sont encore 41 salariés, ça fait donc 10 ans qu'on leur a annoncé la fermeture de leur usine et qu'ils ont pris la décision de lutter déjà pour obtenir des indemnités de licenciement, et ils en avaient obtenu d'ailleurs de l'ordre de 2 millions d'euros, et aussi pour essayer de racheter leur outil de production. Les 1336, c'est le nombre de jours de lutte finalement qu'ils ont dû mener pour pouvoir ouvrir leur société coopérative. Et alors là, c'est intéressant aussi parce qu'une société coopérative, c'est une société qui appartient à ses salariés. Donc ça veut dire que le dirigeant, il est actionnaire, enfin il est associé avec l'ouvrier qui travaille aussi dans l'usine. Donc vous imaginez que ça crée une autre ambiance de travail quand tout le monde est associé dans la même entreprise. Donc voilà, les T 1336 essayent d'être à flot. Ils ont une trésorerie aujourd'hui un peu fragile, mais en tout cas, c'est une belle initiative encore pour essayer de fabriquer des thés. Et ils essayent aussi de fabriquer avec le plus de plantes françaises possible. Donc là, on n'a pas trop de projets d'export encore, mais c'est pour illustrer encore l'exemple de ce que peuvent faire la recherche de profits à court terme. Allez, cette fois on a fini avec mes exemples du début et on arrive à notre introduction. Alors, comme vous le savez, 2007 marque l'arrivée d'une nouvelle crise venue des États-Unis. Et l'interdépendance entre les économies, elle implique que toutes les économies mondiales, l'ensemble des pays vont être touchés par cette fameuse crise des subprimes que l'on va décrire. Et à la suite de cette crise, eh bien, la France a montré des difficultés à retrouver une économie et un commerce international prospère. L'économie, ça a fonctionné un peu mieux que le commerce international. Mais pendant ce temps-là, ça n'a pas empêché les pays de poursuivre leur intention de développer les échanges et de créer des partenariats les uns avec les autres. Donc, un petit peu comme d'habitude, on va regarder l'environnement international qui va être évidemment très chargé. On va ensuite regarder les politiques économiques au service du commerce international. On va se demander si la zone euro est une contrainte ou une opportunité. Et j'ai un petit ajustement, voilà. Et après, on regardera le bilan en 2019, puisque on va essayer de faire un dernier chapitre que je vais faire plus court, mais pour parler de ce qui va se passer après 2020, puisque 2020 va remettre complètement à plat la situation, et on y réfléchira au prochain chapitre. Donc notre première partie sur l'environnement international. Et je vous raconte comment s'est passée cette crise. Alors si vous le savez déjà par cœur, passez à la suite. Et puis si vous ne le savez pas, écoutez-moi. Donc le déroulement de la crise de 2007, il est évidemment issu de faits qui se sont déroulés avant. Et ça provient des États-Unis. Aux États-Unis, la vocation, c'était de faire en sorte que tous les ménages soient propriétaires de leur logement, qu'ils soient riches ou qu'ils aient un revenu plus modeste. Et donc, on proposait à tout le monde d'acheter leur logement, et en disant aux personnes modestes, bon vous comprenez, on n'est pas complètement sûr que vous pourrez nous rembourser, donc on vous propose un taux variable. Un taux d'intérêt variable sur un emprunt, ça veut dire que quand vous signez, le taux il a un certain niveau, si vous signez c'est que il vous convient, mais qu'il peut fluctuer autour de ce niveau, c'est ça le taux variable. Et au final, quand on modifie le taux d'un point ou deux, ça va multiplier les mensualités et ça va faire une catastrophe. Et justement, de 2004 à 2007, les taux d'intérêt de la Banque fédérale américaine, que vous voyez en bleu ici, alors on ne regarde pas ce qui est très clair, mais on regarde vraiment le bleu, et puis on regarde aussi le rouge, ça c'est la comparaison avec le taux directeur de la Banque centrale européenne. Mais bon, c'est le bleu qui nous intéresse là, c'est ça qui nous mène à la catastrophe. Une banque centrale, son but c'est de limiter l'inflation. Quand il y a un risque d'inflation, la Banque centrale, elle va augmenter ses taux, parce que quand elle augmente les taux directeurs, c'est les taux d'intérêt qui sont appliqués aux gens comme vous et moi qui empruntons de l'argent aux banques, qui vont augmenter aussi. Donc quand on voit le taux directeur de la Banque centrale européenne augmenter, ça signifie que les taux d'intérêt des emprunteurs vont augmenter. Et donc là, vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Le taux variable de tout à l'heure, les personnes modestes qui avaient ce taux variable avec des surprimes, d'où les subprimes, eh bien, ouf, il a augmenté, augmenté, augmenté. Ça veut dire que les mensualités qu'ils ont dû payer ont augmenté, augmenté, augmenté. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de rembourser leur mensualité. Alors dans ces cas-là, quand on ne peut plus rembourser son prêt à la banque, que fait la banque? Elle saisit votre bien et elle vous met dehors. Donc dans cette période, 2007, on a eu beaucoup de ménages américains qui se sont retrouvés à la rue et beaucoup de banques qui ont saisi des maisons et qui les ont mises en vente en même temps. Vous vous rappelez, quand la demande elle est inférieure à l'offre, eh bien les prix ils baissent. Là, on avait une offre de maison faramineuse et une demande, les gens n'avaient plus les moyens, les taux d'intérêt étaient trop forts et du coup, on n'avait plus les moyens d'emprunter. Et donc, on a eu une chute des prix de l'immobilier. Cette chute des prix de l'immobilier, c'est les banques qui récupéraient l'argent. Alors imaginez, elles avaient prêté 200 000 $ pour acheter une maison, puis elles la revendaient 100 000, donc elles avaient perdu de l'argent. Donc les banques américaines ont perdu de l'argent, et comme elles sont des acteurs sur les marchés financiers, et comme les marchés financiers sont globalisés, eh bien les banques françaises, des banques suisses, des banques anglaises avaient aussi investi de l'argent dans les banques américaines. Et donc, tous ces investisseurs ont vu eux aussi leurs revenus baisser. Et alors la catastrophe est arrivée quand la banque d'investissement américaine, la Lehman Brothers, a fait faillite, puisque là, on s'est dit quoi, le système bancaire n'est pas fiable, on peut perdre tout ce qu'on a. Si une banque fait faillite, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va perdre tout ce qu'on a. Donc encore plus de pertes, mais là on restait sur le niveau financier, dans la sphère financière. Je vous montre le prix des logements dans le monde. Donc on voit cette appréciation-là, hein, on voit cette appréciation avant 2007, et puis en 2007, pouf, une grosse chute liée forcément, vous avez compris, à cette crise et au fait qu'il y avait beaucoup de maisons qui se sont retrouvées en vente au même moment. Alors derrière, la Banque française qui a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire de finances internationales, quand vous arrivez, vous, ménage français, en voulant emprunter de l'argent pour acheter votre maison, ils vont être beaucoup plus regardants parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas en perdre avec votre prêt, ils veulent être sûr à 100% que vous allez les rembourser. Donc les dossiers un peu fragiles, on leur a dit non. Donc ce sont des prêts qui ne se sont pas faits. Un prêt qui ne se fait pas, c'est de la consommation qui ne se fait pas. C'est le maçon qu'on ne va pas payer, c'est l'électricien qu'on ne va pas payer pour construire sa maison. Et derrière, c'est là que la sphère financière déconnectée de l'économie qui satisfait les biens, elle a impacté directement la sphère réelle qu'on connaît vous et moi et qui satisfait nos besoins. Et donc, ça s'est passé pour les ménages qui n'ont pas pu emprunter pour acheter leur logement par exemple, mais ça s'est passé aussi pour les entreprises. Si vous arriviez à ce moment-là avec votre projet de création d'entreprise, je veux créer mon restaurant et ma femme elle va s'arrêter de travailler, elle va venir avec moi. Ah bah oui, mais vous n'aurez plus aucun revenu sur lequel on peut se fonder pour récupérer les mensualités, donc on ne vous prête pas. Donc des entreprises qui ne se sont pas créées, des emplois qui ne se sont pas créés derrière. Et donc cette frilosité des banques a fait que la crise s'est propagée à l'économie réelle. Voilà ce que je peux vous expliquer sur la crise des subprimes. En tout cas, vous voyez que cette crise, elle a eu une forte baisse, une forte influence sur tous les pays. Finalement, la France était un pays qui s'en sortait peut-être pas trop mal, mais l'Espagne, on sait que l'Espagne a été très très durement touchée par cette crise et qu'il y a eu des logements neufs qui sont restés vides parce qu'il y a une grosse crise du logement en Espagne. Voilà, donc il y a d'autres pays qui ont été un peu moins touchés, mais vous voyez que globalement, on voit une tendance pour tous ceux qui sont étudiés dans ces pays. Voilà, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre sur le sujet? On voit que le Japon et l'Allemagne ont été un petit peu moins touchés par cette baisse des prix de l'immobilier, mais comme ils avaient un problème aussi de finances internationales comme tout le monde, ils ont été eux aussi touchés par cette crise. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? On va regarder l'effet, et là on avait déjà vu ce graphique, et bien on voit que
les échanges internationaux, c'est la pire catastrophe qui se soit passée depuis qu'on étudie la période et la pire baisse qu'il y a eu. Donc si on regarde les produits manufacturés, vous voyez, tous les produits ont fortement chuté, combustible un petit peu moins parce qu'on en a toujours besoin, mais on voit que l'effet est vraiment marqué. Alors au milieu de tout ça, on a quand même essayé d'avancer, on avait créé l'OMC en 1995, donc évidemment, au bout de 12 ans d'existence, c'était une organisation qui tournait et pour laquelle on peut commencer à faire un bilan. Donc, avec presque 20 ans, 2015, 20 ans, eh bien, le bilan, il est un peu contrasté. Il y a des succès. Il y a le fait que les échanges ils ont continué à progresser. Hein. Si on regarde sur le graphique précédent, ça a continué à progresser et puis vraiment la tendance est revenue à la hausse tout de suite après la crise. Ensuite, on a réussi encore à faire baisser les droits de douane. Et puis, troisième succès, l'organisme de règlement des différends que je vous présentais la dernière fois. C'est un mécanisme assez efficace pour gérer les différends sur les problèmes commerciaux, des problèmes de barrières aux échanges entre les pays. Donc, l'ORD fonctionne bien. Ça, c'est les succès. Mais on a des difficultés. On ne peut pas parler forcément d'échecs, mais plutôt des difficultés. Première difficulté, les accords, ils sont longs et difficiles à trouver. On l'avait déjà évoqué la dernière fois. On a de nombreux pays qui se mettent autour de la table avec des objectifs différents. Certains qui ont un développement qui est ancien, certains qui sont en plein développement. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes et forcément, on ne va pas toujours être d'accord. Donc accords difficiles et longs à trouver. Ensuite, ça c'est un petit peu lié, hein. Chaque pays a tendance à protéger les siens et il y a toujours une tendance protectionniste qui va s'installer dès qu'il y a une situation économique difficile. Les législations, troisième difficulté, les législations notamment sur l'hygiène, les normes sanitaires, elles sont différentes selon les pays et ça va venir entraver le commerce international. Et puis enfin, le cycle de Doha, avec un des cycles dont on a entendu beaucoup parler sur l'OMC, c'est un échec. Là, on peut parler d'échec, puisque les accords sur l'agriculture et sur la propriété intellectuelle divisent encore les pays comme ils l'ont déjà fait. Donc en réponse à ce fait que on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, eh bien on va se développer et on va les examiner un petit peu plus après. On voit se développer des accords bilatéraux. Plutôt que d'avoir des accords généraux, eh bien on a des accords bilatéraux. Vous avez peut-être déjà entendu parler du CETA et de l'ALENA. Alors là c'est entre Américains, le Mercosur aussi, et l'Union européenne va chercher à faire des accords avec la plupart des zones géographiques dans le monde. Pas toutes, mais la plupart quand même. Voilà pour l'OMC. Ensuite, on arrive au rôle du FMI, le Fonds monétaire international. Et on n'en a pas trop parlé jusque-là. Je vous ai mis le lien vers la vidéo de Dessine-moi l'écho si vous voulez aller regarder. Et le Fonds monétaire international, il a été créé en 1944 avec la conférence de Bretton Woods. Donc il est vraiment ancien. Et les 44 pays qui étaient représentés à cette concurrence, ils voulaient établir un cadre de coopération économique pour éviter qu'on ait à nouveau les dévaluations compétitives qui avaient conduit à la crise de 1930. Et on sait que cette crise avait eu des effets catastrophiques. Donc notre Fonds monétaire international, son but c'est d'encourager la stabilité financière et la coopération monétaire internationale. Stabilité financière, coopération monétaire internationale, et puis il va essayer de chercher à faciliter lui aussi le commerce international, l'emploi et la croissance. Donc il a beaucoup d'attributions économiques. Il est gouverné par ses 190 États membres, il rend compte de son action et il va donner des grandes orientations sur les différents sujets sur lesquels il est amené à réfléchir. Donc le FMI, c'est à nouveau encore une organisation internationale pour notamment le commerce international. Donc on cherche vraiment à l'encourager, ce commerce international. Et puis,
doit évoquer la situation du G20, donc ces fameux 20 pays a priori les plus développés qui se réunissent pour essayer de se mettre d'accord ensemble. Et c'est l'Arabie Saoudite qui a pris la présidence du G20 le 1er décembre 2019. Et les récentes tensions, les récentes rencontres entre les dirigeants, elles montrent des tensions entre les pays et finalement on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir à l'OMC, on a du mal à se mettre complètement d'accord. Et lors du dernier sommet à Osaka en novembre 2019, eh bien, chaque pays réaffirmait son engagement à respecter l'accord de Paris, donc on va réévoquer après sur le réchauffement climatique, les énergies fossiles, la neutralité carbone. Mais on sait que Donald Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris. Donc quelque chose de fragile quand même. Chacun est d'accord pour un commerce international juste, transparent, sans discrimination et peut-être aussi sur la nécessité de réformer l'OMC face à son incapacité à créer des accords globaux. Mais comme vous l'avez peut-être suivi, deux gros pays du G20 eh bien, sont en tension, les États-Unis et la Chine. On a beaucoup entendu parler de provocations sur les produits chinois de la part des États-Unis, de répliques de la Chine sur les produits américains. Et au final, c'est compliqué de vraiment œuvrer tous ensemble. Donc la France, elle invite le dialogue entre les pays du G20, mais aussi avec les pays en développement, les pays émergents. Et elle essaye de faire en sorte qu'on arrive à répondre aux défis économiques et puis environnementaux. Voilà pour le G20. Donc, vous voyez que nos grandes organisations, elles ont du mal à vraiment se mettre d'accord. Ensuite, autre organisation, autre moyen de se retrouver entre chefs d'État, c'est la COP. Alors, il y a eu COP 21, COP 22 et COP 25 peut-être, COP 26 un jour. Et en fait, la COP, c'est l'ensemble des pays, la conférence qui rassemble différents pays et qui va essayer de parler d'environnement. Alors on parle d'environnement parce qu'évidemment, il y a des problèmes liés à l'environnement. Donc on l'a évoqué au chapitre précédent, hein, le commerce international, ça fait bouger des marchandises et ces marchandises, elles sont transportées avec des moyens de transport qui vont polluer la planète. Et ces marchandises, elles sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant et elles créent une pollution, rien que par leur existence, elles créent une pollution par leur existence et par leur production. Alors on va se focaliser sur deux gros problèmes, le CO2 et le plastique. En ce qui concerne le CO2, c'est un bien problématique puisque quand on a un pays qui émet du CO2, il n'y a pas de frontières pour lui et le réchauffement climatique, il atteint tout le monde et tous les pays. Donc si on regarde les plus gros pollueurs de la planète, on voit que ce sont la Chine et les États-Unis qui émettent le plus de dioxyde de carbone en 2018. Et de loin, parce que quand on regarde les émissions de la France, par exemple, on voit que vraiment les émissions de la Chine sont largement plus importantes que celles de la France. Donc on a vraiment un problème à ce niveau-là. Il y a tous les pays qui polluent, hein, évidemment, mais il y en a qui polluent plus que d'autres. Alors dans le deuxième graphique, on a la décomposition par produit de l'empreinte carbone de la France en 2018. L'empreinte carbone, c'est votre empreinte écologique, elle est mesurée en CO2. Et donc, si vous regardez, les produits qui finalement sont le plus producteurs en dioxyde de carbone, c'est le raffinage, donc c'est tout ce qui est pétrole, l'industrie agroalimentaire, les services publics, les émissions directes des ménages, la construction, les émissions directes des ménages en matière de logement, etc., etc. Si on regarde la légende là, on voit qu'en gris foncé, on a les émissions associées aux importations. Donc, si on regarde, on voit que ces barres foncées, elles sont souvent largement majoritaires dans nos émissions de carbone par produit. Et finalement, on peut se dire qu'on importe notre pollution puisqu'on consomme des produits qui polluent. Et c'est peut-être une réflexion à mener sur nos importations et comment faire en sorte qu'elles polluent moins.
Autre document que je voulais vous montrer, c'est toujours sur l'empreinte carbone. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous devez connaître le WWF, et ils ont mis en place un calculateur d'empreinte écologique. Et ce calculateur, il vous permet en quelques questions de savoir combien il faudrait de planètes si tout le monde vivait comme vous. Et donc moi je l'ai fait, vous voyez mon résultat. Et si tout le monde vivait comme moi, il faudrait 2,28 planètes. Donc ça ne va pas, évidemment. Même si on essaye de faire des économies d'énergie, consommer propre, etc., eh ben, on consomme encore beaucoup pour les ressources de notre planète. Alors, bon, on n'est pas les pires, puisque, voilà, je vous ai mis un lien si vous voulez cliquer dessus. En fait, on constate que la France, c'est à peu près bon chiffre. Les Français, il faudrait à peu près 2,28 planètes si tout le monde dans le monde vivait comme un Français. Mais il faudrait 5 planètes si tout le monde vivait comme les habitants des États-Unis. Donc forcément, c'est problématique. Et on a une consommation, une surconsommation, peut-être facilitée par notre commerce international, qui devient problématique pour l'environnement. Surconsommation qui est aussi problématique pour le plastique. Et donc vous voyez dans ce graphique, qui est issu du journal Les Échos, donc si on regarde à partir de 2005-2007, on voit que la consommation de plastique, elle est énorme. Et dans ce graphique, ils nous disent que plus de la moitié des produits plastiques ont été fabriqués depuis 2000, parmi tout ce qui a été fabriqué avant. En fait, notre consommation, notre production de plastique, elle a explosé dans les années 2000. Et vous voyez que les projections, elles ne sont pas très optimistes. Et c'est pour ça que je vous parlais du plastique dans les océans la dernière fois. Parole que je complète là avec cette carte-là qui nous donne les quantités de plastique en milliards d'unités selon les zones dans la mer. Donc vous voyez que le pire, c'est dans le Pacifique Nord, où on a une soupe de plastique, une mer de plastique qui est parfois plus grande que la France, voire presque de la taille de l'Europe. Donc quelque chose de très problématique sur lequel il faut absolument agir, et il faut réfléchir à notre commerce international pour savoir comment on veut, quels effets on veut qu'il ait sur la planète. Troisième document, toujours de la même source, du journal Les Échos. En fait, c'est un truc assez ironique dans l'histoire, c'est que on recycle, enfin nous, on collecte le plastique, on incite les gens à recycler, mais en fait, les matières, elles ne sont pas forcément recyclées en France ou dans les pays qui recyclent. Elles sont envoyées dans les pays en développement, et au final, on a une exportation de déchets. Il y a des containers qui partent chargés de nos bouteilles de lait, de nos bouteilles de coca, et qui vont vers les pays d'Asie notamment. Et ce sont ces pays que l'on charge de recycler, mais il y a beaucoup de reportages qui ont dénoncé le fait qu'en fait il y avait un très faible recyclage. Et là, on voit que depuis mi-2017, la Chine et les autres pays, alors pas la Chine, excusez-moi, Hong Kong, qui importaient les plastiques, eh ben, on fait chuter, on cessé d'importer les plastiques, et les pays en développement aujourd'hui ne veulent plus recycler les matières consommées par les pays développés. Donc ce graphique-là montre que les pays développés vont devoir gérer eux-mêmes leur recyclage, et c'est peut-être une opportunité à saisir, puisqu'on peut essayer d'imaginer de revaloriser les matières plutôt que de les brûler, et faire en sorte qu'elles redeviennent des matières premières propres à l'utilisation. Alors tout à l'heure je vous parlais de la COP, la Conference of the Parties, et donc conférence des parties, qui est organisée chaque année depuis 1995. Et ces conférences, elles ont permis de former des accords sur le climat notamment, puisque c'est ça en fait, c'est des conférences sur le climat. Et on a eu le protocole de Kyoto en 1995, et puis il y a eu l'accord de Paris en 2015 pour tenter de limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Donc l'accord de Paris, il a regroupé 196 pays, et les États-Unis, qui sont responsables de 17,89% des émissions mondiales de CO2, en sont sortis en 2017 sous l'impulsion de Donald Trump.
La Chine, elle est dans le protocole, mais elle représente 20,29% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez qu'entre ces deux pays, on a presque 40% de la production de gaz à effet de serre. Donc une grosse incitation à faire quelque chose finalement. Il faut essayer de réfléchir à comment faire mieux. Les COP, elles sont organisées a priori tous les ans, donc 2020 c'est un peu compliqué. La COP 25, elle était lancée le lundi 2 décembre 2019 à Madrid. Et bon, bah, ils ont, pendant ces 2 semaines de réflexion, d'accord, eh bien, les pays ont réussi à discuter des enjeux climatiques et à fixer quelques objectifs. Premier objectif, soutenir les populations affectées de manière irréversible par le dérèglement climatique. La montée des eaux, elle fait immerger des terres et puis il y a des personnes qui se retrouvent sans leur maison, qui deviennent des mers. Et puis il y a tous ces réfugiés climatiques avec les catastrophes naturelles qui se multiplient. Ensuite, deuxième objectif, la définition de règles et d'un encadrement plus strict concernant les marchés carbone, les autorisations de polluer quelque part. Et troisième objectif, augmenter les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2020. Bon, aujourd'hui, les pays sont plutôt en retard pour atteindre les objectifs. En fait, les objectifs sont fixés, mais les mesures prises ne suffisent pas. Et ça ne va pas assez vite, même si on voit que se développent des nouveaux modes de consommation, des voitures hybrides, ça ne suffit pas finalement. Donc, on pointe encore une fois une difficulté à se mettre d'accord. Donc ensemble, on a du mal à se mettre d'accord, mais en plus, quand on est tout seul à faire sa politique, eh bien, on se rend compte que les pays ont été tentés par le protectionnisme. Donc c'est ce que je vous mets, le retour du protectionnisme et la baisse du volume des échanges. Alors, sur ce graphique, vous avez la croissance du commerce mondial. La croissance, c'est un taux de croissance. Le taux de croissance, il est positif quand la variable augmente et il est négatif quand la variable baisse. Si vous vous rappelez de vos cours de maths, on calcule le taux de croissance en faisant valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, fois 100. Et donc, vous voyez là, on a le niveau 0. Et donc, dès que le taux de croissance du commerce mondial est au-dessus de la barre du 0, ça veut dire que le commerce mondial a augmenté. Et quand il est en dessous, ça veut dire qu'il a baissé. Donc, on retrouve les prémices de notre crise de 93. On avait une baisse, une baisse du taux de croissance. Donc, le taux de croissance, le commerce mondial a continué à progresser. Et puis, peut-être il y a eu une petite baisse quand même. Et puis, on voit ce qu'on a constaté tout à l'heure, la grosse baisse de 2009 à la suite de la crise des subprimes. En tout cas, on voit qu'il y a eu quand même une forte hausse à la suite de cette crise. Et puis après, on a une hausse du commerce mondial qui est quand même plus modérée que ce qu'elle a pu être avant. Ensuite, on a un élément sur le taux d'ouverture mondial dans la deuxième partie du graphique. Vous vous rappelez, le taux d'ouverture, c'est exportation plus importation divisé par 2. Et tout ça, on le divise par le PIB. Eh bien, on voit que ce taux d'ouverture, il diminue. Donc là, les pays ont tendance peut-être à se refermer un petit peu sur eux-mêmes. Donc il y a eu la crise, on a essayé de rattraper la crise, mais depuis, si on regarde la valeur, la courbe noire, qui est la courbe en volume éditée par le FMI, on voit qu'il y a quand même un repli quand même du taux d'ouverture mondial. Ça montre que les pays se sont peut-être renfermés sur eux-mêmes. Quand on regarde la comparaison entre l'évolution du commerce mondial et celle du PIB, on a en rouge le PIB et en bleu le volume du commerce mondial. C'est exprimé en indices, ça veut dire que là aussi on va comparer les évolutions. On ne compare pas les montants, on compare les évolutions. Et donc ce graphique, il nous dit que le commerce mondial et le PIB ont évolué parallèlement au cours des 10 dernières années. Et ils ont tous les deux augmenté de 26% depuis 2008. C'est un changement par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, où on constatait que le commerce mondial augmentait plus vite que le PIB. Donc au final, on a encore ces indices de renfermement sur soi. On a aussi des tensions
qui se sont exacerbées sur cette période. Je vous l'évoquais tout à l'heure avec Donald Trump qui a imposé des taxes et des droits de douane supplémentaires sur l'acier et sur l'aluminium importés aux États-Unis. Et puis qui va aussi avoir envie de taxer nos avions, comme on le verra après. Ensuite de ça, donc on se replie un peu, mais les délocalisations, elles se poursuivent. Entre 2009 et 2011, il y aurait 4,2% des sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus qui auraient délocalisé leur production. Alors, la délocalisation, c'est le fait d'aller installer ses usines à l'étranger, dans un pays qu'on espère soit porteur en termes de demande, on délocalise pour fabriquer nos produits, soit un pays qui va être moins cher en main-d'œuvre. Et donc, l'avantage de ces délocalisations, c'est surtout pour l'entreprise qui va pouvoir baisser ses coûts du travail. Par contre, pour le pays de départ, c'est la catastrophe puisqu'il y a une perte d'emploi. Même si les chiffres montrent que en pourcentage, c'est pas si élevé que ça. Mais pour autant, quand vous êtes celui qui voit sa production délocalisée, vous perdez bien ces 100% pour vous. Et puis, il y a aussi une perte de savoir-faire que je vous expliquais tout à l'heure avec 1083. Le fait de faire sortir les usines textiles ou d'importer tout le textile, ça fait qu'on n'a plus le savoir-faire chez nous, plus le savoir-faire en France pour satisfaire les besoins. Donc, en gros, on n'est plus capable de satisfaire les besoins de nos populations. Et face à ça, on est dépendant des produits étrangers, on est dépendant du textile d'ailleurs. Une nuance quand même par rapport à ce que je vous ai dit, apportée par cette carte. Et vous voyez que cette carte, elle nous donne les zones d'accueil des délocalisations françaises. Et donc, pour 100 entreprises délocalisées, où sont-elles allées? Et vous voyez que la majorité de nos délocalisations, elles ont lieu en Union européenne. Et on se rappelle de la carte de Renault qui était plutôt installée dans l'Union européenne. Donc on voit que on essaye quand même, enfin, les entreprises françaises, elles délocalisent dans les pays de l'Union. Peut-être pour gagner de nouveaux marchés. Et puis on voit là, pour les nouveaux États membres, 22%. Là, c'est clairement pour le coût du travail qui est bien inférieur. Donc si on regarde 22%, plus 24, plus 18, plus 18, donc ça fait une large majorité des délocalisations qui sont justifiées quand même par le faible coût de la main-d'œuvre à l'étranger. Dans les tendances récentes, donc on constate quand même depuis 2011 que les importations de textiles asiatiques, elles reculent. Elles ont perdu 10 points entre 2011 et 2018. Et la Chine n'est plus le premier fournisseur de textiles à la France. Il y en a des nouveaux, comme l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, l'Asie mineure avec la Turquie, et l'Europe de l'Est, comme je vous l'évoquais à l'instant, avec éventuellement ces nouveaux États membres de l'Union européenne. En ce qui concerne les autres industries, l'Europe de l'Est, avec la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, a vu sa production augmenter de 50%. Et finalement, c'est presque des pays qui sont en train de devenir l'usine de l'Europe, puisqu'ils produisent à bas coût, mais avec une protection sociale qui est quand même beaucoup moins importante que dans notre pays. Les salaires, ils sont bas et il n'y a pas de protection, chômage, maladie, comme on peut la connaître chez nous. Il y a donc de grandes entreprises comme je vous évoquais Renault, et finalement la production de voitures en France, elle s'est effondrée. En 2005, elle produisait 3,5 millions par an. Et dans les pays de l'Est, c'était 2 millions cette même année, 2005. Et 10 ans plus tard, les courbes se sont croisées. Donc il n'y en a plus que 2 millions de voitures produites en France et puis 3,5 millions produites dans les pays de l'Est. Donc la France profite de ces accords de commerce international pour essayer de trouver les pays pour lesquels les coûts de production seront les plus faibles. Ces délocalisations, évidemment, elles sont encouragées par les investissements, puisque pour aller ouvrir une usine à l'étranger, eh bien, il faut investir. Donc forcément, sur la période, les IDE et les multinationales ont encore été en avant.
Donc, si on regarde les IDE, en vert, on a les investissements français à l'étranger, et en rose, on a les investissements étrangers en France. Donc, on voit qu'on a une certaine attractivité. Pour autant, on constate que les Français investissent plus à l'étranger qu'ils ne reçoivent d'investissement. Donc, ça montre peut-être un déficit d'attractivité et peut-être que les investissements étrangers préfèrent aller vers d'autres pays que la France. Dans le cadre de ces IDE, on a le poids de ces multinationales qui commencent à poser des questions. On commence à se poser des questions sur ce poids, et notamment avec l'exemple des GAFA, GAFAM. Donc les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, et puis Microsoft aussi, si on prononce GAFAM. Donc ça, ce sont les géants du web ou géants du numérique. Et eux, finalement, ce sont des sociétés énormes qui vont avoir une influence mondiale et internationale et mondiale. Donc, elles ont comme caractéristique, la première caractéristique, c'est qu'elles ont créé des bases volumineuses d'utilisateurs. Et donc, elles vont produire un chiffre d'affaires considérable, mesuré en milliards d'euros. On reparlera de Jeff Bezos, de Amazon, un peu à la fin de notre chapitre. Et puis, elles ont complètement rénové l'informatique avec leur capacité d'innovation. Donc, c'est vrai qu'elles ont changé la vie. Et on voit un poids important, par exemple, en nombre d'utilisateurs. Facebook a 2 milliards d'utilisateurs. Il y a 500 millions d'utilisateurs pour Gmail, 500 millions pour Twitter, 301 millions pour Yahoo, 200 millions pour LinkedIn et 121 millions pour Amazon. Et donc leur importance, elle est telle qu'elles ont une influence internationale considérable, et ça fait en sorte qu'elles essayent un petit peu d'aller vers le pays qui sera le plus arrangeant, et puis elles parviennent à contourner la fiscalité, notamment nationale des pays. Alors, dernièrement, en 2018, la France a essayé de négocier un accord pour taxer davantage les GAFAM sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans chaque pays. Et en fait, il a eu du mal à trouver, le pays a eu du mal à trouver un accord. Et l'idée, c'était de dire, bon bah nous, on va mettre en place cette taxe en France. Et puis, on va espérer que l'OCDE trouve un accord pour que tout le monde fasse la même chose. Et après, on fera tous la même chose. Bon, et bien là, octobre 2020, aucun consensus n'est trouvé pour l'instant au sein de l'OCDE. Et la France va appliquer une taxe GAFA dès décembre 2020 pour faire en sorte que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires dans le pays contribuent de la même manière que votre plombier, votre électricien ou le petit commerçant, contribuent de la même manière à l'effort national en termes de protection sociale, de services publics, etc. Donc, dans un des articles que j'ai trouvé, ils évoquaient que Facebook a réalisé un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars en 2019, mais n'avait payé que 8,46 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en France en 2019. Donc, c'est une part très très petite. Et en fait, ils payent déjà 6,5 milliards d'impôts aux États-Unis, mais peut-être qu'il faut rééquilibrer tout ça. Enfin, vous comprenez qu'encore une fois, on a du mal à trouver un accord, on a du mal à trouver un consensus. Voilà pour le contexte international. On veut échanger, mais on a quand même pas mal de freins qui font que les échanges, au final, ils progressent moins bien qu'ils ne l'avaient fait jusque-là. On arrive à notre deuxième partie, plus rapide, sur les politiques économiques au service du commerce international, donc politiques menées sur la période. Et donc là, on est dans le présent, hein, puisque on voit François Hollande et Emmanuel Macron à la présidence de la République sur la période. Alors là, je vous ai mis l'essentiel du cours que je veux que vous sachiez, pardon. Donc il n'y a pas de notes à rajouter. Donc vous voyez que on a continué à ouvrir à la concurrence des grands monopoles anciennement publics. La Poste, hein, qui garde l'hégémonie pour le courrier, mais qui est aujourd'hui une entreprise privée à fonds publics.
et qui peut subir la concurrence d'autres opérateurs quand il y aura un autre opérateur qui se présentera. Dans les activités ferroviaires, pareil, on a eu un développement, hein, on va enlever les petits neufs, on a eu un développement de la concurrence progressif, d'abord avec le fret, et puis en fait aujourd'hui, on ouvre le transport international de voyageurs, et même si on avait déjà la concurrence des autocars, eh bien, il est possible que le transport de voyageurs soit ouvert aussi à la concurrence en France, comme il l'est dans d'autres pays, où il y a plusieurs compagnies ferroviaires qui vous proposent des destinations. Quelques politiques commerciales maintenant qui ont été menées pour encourager les entreprises et les inciter à investir et à exporter. Il y a eu en 2012 la création de la Banque publique d'investissement, un petit peu pour se substituer aux banques qui ne voulaient plus prêter. Vous vous rappelez, je vous ai évoqué ça en début du chapitre. Et bon, il y a des actions comme ça qui essayent de mettre en place des organisations pour inciter, pour renseigner les entreprises et les inciter à exporter. Donc il y a le mois de l'investissement, rendez-vous annuel du réseau diplomatique avec les investisseurs étrangers. En France, on a des sommets opérationnels entre chefs d'entreprise étrangères et le gouvernement. On essaye d'attirer les talents internationaux. On a une mobilisation accrue du réseau à l'étranger. On essaye de promouvoir l'innovation française et on a un programme d'aide aux entreprises innovantes. Donc il y a quand même un programme assez ambitieux pour attirer les investisseurs et pour inciter nos entreprises à exporter. Donc vous voyez, hein, là sur le site diplomatie.gouv.fr, on voit hein, les objectifs, donc soutenir les entreprises françaises à l'étranger avec différentes actions qui sont mises en place pour les inciter à le faire. En fait, en France, on a des entreprises de petite taille et qui osent moins se lancer à l'international, alors qu'en Allemagne, par exemple, ils sont plus d'entreprises de taille moyenne qui ont plus de trésorerie pour se lancer à l'international. Bon, un petit peu de positif sur le marché français. On constate depuis quelques années qu'il y a une relocalisation des activités. Je vous citais Carambar en début de chapitre, mais ce n'est pas la seule entreprise ou le seul fonds d'investissement qui a décidé de relocaliser la production. Même 1083, c'est un autre exemple. Et vous voyez que dans ce graphique, il nous évoque le fait qu'il y a quelques entreprises qui relocalisent leur production en France, et notamment depuis la Chine. Pourquoi depuis la Chine? Parce qu'on constate que les coûts salariaux en Chine se sont un petit peu rééquilibrés, sont un petit peu moins bon marché qu'avant, même s'ils sont toujours très très bon marché. Et puis il y a tout le transport en fait. Quand vous arrivez par bateau, eh bien il faut tout le bateau ou alors il passe par ici. Mais en tout cas, le transport par bateau, c'est 3 semaines finalement pour venir de Chine. Et vous le constatez si vous commandez des produits chinois, vous savez que ça met 3 semaines à arriver. Donc voilà, ce coût du transport, ce temps de transport, cette sécurité aussi du transport pose question et ça fait en sorte que les entreprises, elles se disent peut-être qu'on va relocaliser et ça sera plus sûr. Parmi les exemples d'entreprises que vous pouvez noter, on a Solex, les vélos à moteur qui avaient rapatrié sa production de Chine en Normandie, ils avaient délocalisé. Les chaussettes Olympia qui étaient parties en Roumanie sont revenues dans les Vosges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les skis Rossignol, dans l'exemple, qui étaient fabriqués à Taïwan, alors que c'était une entreprise vraiment très française, et qui sont revenus en France. Les jouets Smoby, les jouets Joustra et Carambar, comme on citait tout à l'heure. Donc on a ce mouvement qui reste encore marginal, mais on peut espérer réattirer nos entreprises françaises et faire en sorte qu'elles aient envie de produire en France et plus d'aller produire à l'étranger. Voilà pour cette partie qui était assez courte. Et on arrive à notre troisième partie qui là va être en effet plus longue autant que la première et où on parle de la zone euro. Et de l'Union européenne en général, mais on se demande est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité d'appartenir à la zone euro. Donc, en ce qui concerne la construction européenne, vous voyez, je vous ai encore mis l'essentiel des éléments de cours, comme ça peut-être que vous pouvez aller un peu plus vite dans votre prise de notes.
Et on a à nouveau deux élargissements sur la période. En 2007, l'Union européenne s'est ouverte à la Roumanie et à la Bulgarie. Et en 2013, elle s'est ouverte à la Croatie. Et l'Union européenne, elle essaye tout le temps de créer des accords de libre-échange pour faciliter le commerce de l'Union européenne avec d'autres partenaires à l'extérieur. Et forcément, ça rejaillit sur le commerce français. Donc vous voyez avec moi, dans tous ces accords, l'Union cherche à favoriser l'échange de biens et de services par la baisse des droits de douane, l'accès au marché public, la coopération réglementaire dans les normes et sur la sécurité, la sécurisation des investissements et la coopération sociale et les droits internationaux du travail pour éviter le dumping social. Je vous l'évoquais tout à l'heure, le dumping social, c'est le fait de dire nous on paye peu nos salariés et puis en plus ils n'ont aucune protection sociale, aucune assurance chômage, aucune assurance maladie, comme ça le patron ne paye rien de plus. Aujourd'hui en France, quand vous embauchez quelqu'un, il faut que vous payiez pour lui les cotisations salariales, mais aussi les cotisations patronales. Et ça implique que pour un salaire, souvent le salarié coûte 2 fois plus que ce qu'il a perçu sur son compte. Et beaucoup de pays ne font pas ça. Vous vous retrouvez malade, et bien tant pis, vous perdez votre emploi, et puis tant pis. Ce qui n'est pas le cas en France notamment. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'harmoniser un petit peu les pratiques. Alors dans cette carte-là, on voit l'étendue des accords qui essayent d'être passés avec les autres pays, et on voit que le grand absent, là, c'est l'Asie, puisqu'on a peu d'accords encore entre l'Union européenne et l'Asie. Donc après, on arrive aux accords avec les pays candidats, et là, évidemment, vous n'avez pas forcément à tout connaître dans les détails, juste à retenir l'idée que l'Union européenne essaye vraiment de faire des accords avec ses voisins, mais aussi avec les communautés ou les pays plus loin. Donc on a le Kosovo, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine qui ont des accords avec l'Union européenne. Et eux, ils sont candidats à l'adhésion. Et puis on a des accords de libre-échange avec les pays voisins, comme la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Vous avez entendu, là récemment, c'est une dame qui a été élue présidente de la République en Moldavie, et c'est une personne pro-européenne. Donc peut-être que la Moldavie va faire un pas vers l'Union européenne sous cette présidence. Ensuite, donc là c'est plutôt sur le continent européen, on a des accords aussi avec l'Amérique centrale. Donc, Amérique centrale, on a par exemple l'Union européenne qui essaye de signer des accords avec l'ensemble Panama, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Salvador et Nicaragua. Donc en mai 2010, c'est pas nouveau, hein, on signe un accord pour essayer de développer les échanges entre nous. Toujours avec les mêmes objectifs que je vous ai dit plus haut, ces objectifs notamment pour éviter le dumping social. Ensuite, on a des accords de libre-échange entre l'Union européenne et la communauté andine des nations. Donc là, on va plus dans le sud en Amérique, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Et donc là, on a signé un accord en 2012. On a un accord avec l'ASEAN, on part pour l'Asie du Sud-Est, avec, je vous ai mis là les pays qui font partie de l'ASEAN. Donc un accord qui date de 2009, vous voyez, on essaye vraiment d'aller où on peut. Et puis on a des accords avec le Canada. Et le Canada, l'accord de libre-échange a fait beaucoup parler de lui, puisque en fait, comme le Canada est un grand pays, un grand pays développé qui exporte, les entreprises et notamment les agriculteurs français ont peur que les produits canadiens envahissent les marchés à plus bas coût et puis ne permettent pas aux agriculteurs de vendre leur production. Le CETA, lui, il a toujours pour objectif de baisser les droits de douane, mais vous voyez que c'est bilatéral, contrairement à ce qu'on avait jusque-là avec l'OMC, où on essayait de mettre tout le monde d'accord. Là, on y va sur juste quelques pays. Donc, ça s'appliquerait à la quasi-totalité des produits échangés, pour une économie attendue de près de 6 millions d'euros par an. Elle s'appliquerait à la quasi-totalité des secteurs d'activité, sauf pour l'agriculture, justement, pour satisfaire et pas trop inquiéter les agriculteurs. Et ça donne le droit aux entreprises canadiennes de postuler quand il y a des marchés publics.
Si on veut renouveler les trains, par exemple, eh bien, les entreprises canadiennes, elles peuvent postuler pour renouveler les trains. Si on veut renouveler aussi les abribus, vous savez que dans les abribus, c'était Deco qui était propriétaire de la plupart du mobilier urbain. Et on a vu Clearstream, je crois que c'est une entreprise canadienne, qui est venue proposer ses services. Donc voilà, et évidemment c'est réciproque, puisque la France et les entreprises françaises peuvent aller aussi proposer de vendre leurs produits au Canada. Donc, même si on a les droits de douane encore maintenus, vous voyez qu'il y a quand même la fin des quotas agricoles, donc il n'y a pas de limite de quantité qui peuvent circuler. Les effets positifs, évidemment, on espère que ça va accroître les échanges commerciaux entre les deux zones, avec une augmentation, on l'espère, de 12 milliards d'euros par an du PIB de l'Union européenne. Et il y en a qui ont estimé que pour chaque milliard d'euros investis par l'Union européenne, eh bien, il y a 14 000 emplois qui seraient soutenus par cet accord. Les craintes, je vous les ai déjà dit, c'est beaucoup les agriculteurs français et des ONG qui dénoncent cet accord, parce que qui dit accord dit plus de commerce international et plus de dégâts sur l'environnement, comme je vous évoquais tout à l'heure. Puis les agriculteurs, parce qu'ils ont peur de la concurrence des agriculteurs canadiens. Autre grand accord, mais lui qui est au point mort, c'est le TAFTA, puisque c'est un accord qui est censé être signé entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien vers le Dessine-moi l'écho qui vous explique un petit peu ce TAFTA. Et lui aussi vise à éliminer un grand nombre d'autres barrières tarifaires et réglementaires entre les deux marchés et étendre la réglementation aux domaines non couverts par l'OMC. Donc on essaye encore une fois de libéraliser les échanges. Bon, on n'arrive pas encore à trouver d'accord parce qu'il y a des conséquences économiques et sociales à prendre en compte, parce qu'on doit harmoniser des normes qui sont très différentes. Aux États-Unis, vous savez que vous ne pouvez pas importer de fromage au lait cru, alors qu'en France, c'est quand même la tradition, le fromage au lait cru. Et puis, pareil, la France refuse des viandes avec des hormones ou des antibiotiques, alors qu'aux États-Unis, ça se pratique beaucoup. Donc, on a du mal à s'entendre. Et avec l'administration Trump et le fait qu'il ait relevé les droits de douane sur, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, non seulement les produits chinois, mais aussi européens comme l'aluminium, l'acier, et puis les vins, et puis les Airbus, pour aider Boeing, eh bien, forcément, ce TAFTA, il n'avance pas forcément. Par contre, avec le Japon, on a signé un accord en 2018 pour bénéficier aux agriculteurs et aux exportateurs français, puisqu'il y a déjà des entreprises françaises qui exportent vers le Japon, et finalement, ça peut leur permettre d'obtenir des nouvelles opportunités d'exportation pour le bœuf, le porc, le fromage, les produits transformés, les vins et les spiritueux. Donc on espère comme ça développer les exportations, et même on va essayer de vendre notre Roquefort. Je ne sais pas si vous mangez du Roquefort, mais moi j'aime pas trop ça. Un autre accord par contre au point mort, c'est avec le Mercosur, donc Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, des négociations qui ont été lancées en 99 mais qui sont pour l'instant suspendues. Voilà pour les principaux accords que l'Union européenne essaye de passer avec d'autres partenaires commerciaux. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette volonté de s'ouvrir et de libéraliser, de développer le commerce? Eh bien, finalement, ça fonctionne, puisque l'Union européenne, c'est la zone géographique qui a le poids le plus important dans le commerce mondial. C'est 28 moins 1, 27 États, on va parler du Brexit après, 511 millions d'habitants en 2014, avec 19 pays au sein de ces 27 États qui ont la même monnaie. Le PIB européen, c'est 26% du PIB mondial, c'est plus que les États-Unis. On a 15% du volume total des importations et des exportations mondiales, donc en dehors de l'Union européenne. Et finalement, on est la première puissance exportatrice de produits agricoles, manufacturés et de services. Un pôle touristique très important aussi, avec beaucoup de sites touristiques qui peuvent être visités dans tous les pays d'Europe. Et finalement, il y a 30 millions d'emplois européens qui dépendent du commerce extérieur. Alors quand on regarde sur ce document, les principaux acteurs du commerce international, on a bien l'Union européenne des 28, les États-Unis, la Chine
le Japon. Donc on voit dans le top 3 hein, qu'on retrouve notre Union européenne et on voit que la situation de l'Union européenne est assez équilibrée et que ce n'est pas le cas pour les États-Unis qui sont en déficit commercial alors que la Chine elle est en excédent commercial. Hein. Les exportations elles sont en rouge et les importations elles sont en bleu. Ça signifie que les États-Unis importent beaucoup de produits, même s'ils ont un grand pays avec beaucoup de ressources, ils importent énormément. Nous, on importe énormément, mais on exporte aussi. Voilà en matière commerciale. Et puis, il faut quand même qu'on évoque la réponse de l'Union européenne face à la crise financière, puisque voyant que la sphère financière, elle pouvait avoir de tels dégâts sur la sphère réelle qui satisfait les besoins, eh bien, l'Union européenne a essayé de créer différents garde-fous pour empêcher le système de s'emballer à nouveau. Donc, on a une union bancaire qui est créée depuis 2007 et dans les années qui suivent. L'ABE, c'est l'autorité bancaire européenne. Donc, elle est chargée de mettre en œuvre, de créer et de mettre en œuvre un ensemble de règles pour réglementer et surveiller le secteur bancaire dans tous les pays de l'Union. Donc, c'est la police des banques. Et en 2014, donc cette union bancaire organisée par la BCE a mis en place un mécanisme de surveillance unique qui vérifie la capacité des banques à résister aux crises et un mécanisme de résolution unique qui constitue un fonds de régulation pour résoudre les problèmes au cas où sans attendre les aides des États. Donc c'est financé par les impôts ce fonds, mais on essaye d'avoir comme ça un matelas qui nous permettrait de faire face aux crises. Donc l'Union européenne a essayé d'apporter une solution, une réponse à cette crise de 2009 pour essayer que ça ne se reproduise pas forcément. Et finalement, la nouvelle crise qui nous arrive, elle n'est pas financière. Bon, l'équilibre reste quand même fragile, même si, en matière de commerce international, l'Union européenne a une place prépondérante dans le monde, même si elle essaye de faire face à la crise. En fait, la crise s'est propagée, elle s'est transformée pour certains pays en crise de la dette, puisqu'il y a certains pays qui ont une dette très importante, vous voyez, supérieure à 100% du PIB. Et c'est des pays dont on a entendu parler parce qu'à un moment, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus payer les intérêts de la dette. Quand un pays s'endette, il y a des investisseurs qui lui prêtent de l'argent. Quand on prête de l'argent, on demande un taux d'intérêt. Et la Grèce s'est retrouvée en difficulté pour payer rien que ses intérêts. Alors forcément, quand vous avez des difficultés pour payer votre charge de la dette, mais que vous avez encore besoin qu'on vous prête de l'argent, vous imaginez bien que ceux qui peuvent vous prêter, ils vont dire « Ah bah non, pour l'instant vous ne nous avez pas payé nos intérêts, et, là on va pas vous prêter à nouveau ». Donc la Grèce et d'autres pays se sont retrouvés en situation où ils ne pouvaient plus financer leurs services publics. Et au final, face à cette situation, les pays de la zone euro, puisque la Grèce fait partie de la zone euro, avaient deux choix. On laisse la Grèce sortir de la zone euro, au risque de fragiliser l'euro, hein, parce que si quelqu'un sort de l'euro, on voit avec le Brexit, ça ébranle un petit peu l'Union européenne, mais si quelqu'un sort de l'euro carrément, ça serait peut-être des effets plus importants. Et puis, deuxième choix, on soutient financièrement la Grèce contre des engagements de rigueur nationale. Et c'est le choix qui a été retenu, puisque l'Union européenne a injecté de l'argent dans l'économie grecque, et l'économie grecque, en contrepartie, s'est engagée à plus de rigueur budgétaire. Mais face à ces crises, on se demande si, vous voyez, plusieurs questions. Les investisseurs, est-ce qu'ils voudront toujours prêter aux autres membres pour financer leur déficit? Et puis, on voit que la situation difficile d'un pays a une influence quand même sur le commerce extérieur des autres pays. Donc, cette solidarité entre les pays, elle a encore été mise en œuvre là, et elle ne peut pas subir trop de crises, parce qu'au bout d'un moment, elle va s'effriter. Mais en tout cas, là pour la Grèce, il y a vraiment une union qui a été confirmée. L'union a été confirmée pour essayer d'aider le pays à sortir de la crise. Alors justement, voilà, aider le pays à sortir, ou vouloir sortir de l'Union, on arrive au Brexit et à ses possibles conséquences. Alors pareil,
il y a un dessine-moi l'écho, que c'est toujours très bien fait, les dessine-moi l'écho. Donc un dessine-moi l'écho qui a été fait pour vous expliquer un petit peu. Alors c'était avant la sortie effective du Royaume-Uni, mais n'empêche, ça vous explique pas mal. Donc c'est l'abréviation de British Exit, désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est lors d'un référendum en 2016 que la population a décidé de sortir de l'Union européenne. Depuis, le pays négocie sa sortie avec l'Union européenne et la sortie elle a été repoussée plusieurs fois jusqu'au 31 janvier 2020. Et même aujourd'hui où le Royaume-Uni est effectivement sorti de l'Union européenne, eh bien, les accords ne sont pas encore bien finalisés. Il a vraiment été difficile de trouver un accord, mais apparemment, le Premier ministre anglais souhaite revenir dessus. Voilà, bon, est-ce que je voulais vous dire d'autres choses là-dessus? Ouais, on peut se poser des questions hein, sur comment est-ce que ça va limiter l'immigration, parce que c'est l'Angleterre, c'était le souhait de l'Angleterre, limiter l'immigration sur son territoire, et puis quel sera le futur statut des Européens qui iront s'installer ou travailler au Royaume-Uni, ceux qui font un petit peu la navette, voilà, quelle sera leur situation. Et puis il y a aussi l'Irlande hein, qui a longtemps été déchirée à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et on espère que, évidemment, les Irlandais ne vont pas retomber dans les années noires des conflits qu'ils ont connus. Et à l'annonce du Brexit, il y a plusieurs entreprises et des banques qui ont souhaité relocaliser leur activité dans l'Union européenne, parce que si on sort de l'Union européenne, il y a forcément à prévoir des droits de douane qui vont réapparaître. Et bon, bah, ces entreprises, elles ne voulaient pas payer les droits de douane. Et puis, comme l'Angleterre, c'est une île, eh bien, on a vu les embouteillages pour traverser la Manche. Et bah, ça aussi, ça pèse dans la balance quand vous devez réfléchir à votre implantation. Et bon, bah, puisqu'on est un petit peu dans la critique, on peut faire une petite liste des faiblesses de l'Union européenne et qui devient finalement les enjeux de demain pour cette union. La première difficulté, c'est le fait qu'on a du mal à trouver, à fixer des politiques sociales communes. Hein. Je vous évoquais tout à l'heure le dumping social, et entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, on n'a pas du tout la même manière de voir la politique sociale et la protection sociale. On a des pays qui sont proches géographiquement, mais quand même assez hétérogènes dans leur niveau de vie, dans leur taux de chômage, dans leur coût du travail. Et finalement, c'est pas toujours facile d'homogénéiser les politiques ou de faire une politique pour des pays très différents. Donc c'est ce que je vous disais après, hein. Ils ont des besoins différents, il y en a qui ont des besoins de développement, de modernisation, ou alors des politiques de relance ou des politiques d'austérité. En matière de conflits internationaux, c'est pas facile non plus de s'entendre sur une politique extérieure commune, puisque l'Union européenne a du mal à parler d'une seule voix quand on parle de conflits entre d'autres pays. On a aussi parfois des difficultés à articuler la politique monétaire et la politique budgétaire nationale, même si bon, bah, aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, elle essaye de relancer l'économie, tout comme la politique budgétaire de tous les États. Et donc au final, vraiment, on a un essai pour stimuler toutes les activités et faire en sorte de sortir de la crise qui nous tombe dessus maintenant sur le coronavirus. Et puis, hein, comme on évoquait tout à l'heure sur la Grèce, on peut se demander quelles sont les conséquences de la fragilité ou la faiblesse d'un État passagère sur les autres États ou sur les autres États, sur l'Union complètement. Et pour autant, même si le système n'est pas parfait, il serait quand même assez dangereux de sortir de la zone euro ou de sortir de l'Union européenne pour la France, qui en est un des membres fondateurs. Donc au final, si la France elle sortait de l'Union européenne, on détruit, hein, on signe la fin de l'Union, ou en tout cas, il y aurait beaucoup de difficultés à se redresser après ça. Si on envisageait le retour au franc, en fait, il y aurait pas mal d'inconvénients que je vous ai notés. Si le franc il se démarque de l'euro, voilà, c'est plus la même. L'Allemagne, elle garde l'euro, la France, elle reprend le franc. Si le franc est fort, bah, on a un déséquilibre de la balance commerciale.
on va avoir beaucoup d'importations et pas beaucoup d'exportations. Et si le franc est faible, les produits qui ne seront pas fabriqués en France, ils seront plus chers, donc ça va augmenter nos coûts de production. Et on sait qu'on est très dépendant des produits étrangers. Donc ça va nous augmenter nos prix pour l'étranger. Donc au final, on retournerait dans un système de flottement des monnaies. Vous vous rappelez, on a vu le serpent monétaire, le système monétaire international, et du coup, en fait, on retournerait dans cette situation chaotique où on manque de stabilité et les monnaies fluctuent tellement entre elles qu'un coup c'est très cher, un coup c'est pas cher, et on ne sait plus vraiment comment s'organiser. Il y aurait évidemment le coût pour refrapper des francs, donc un coût tellement faramineux qu'on se demande si le pays peut aujourd'hui se permettre ce genre de fantaisie. Et puis, il y a les pertes d'avantages pour les consommateurs. Aujourd'hui, vous pouvez acheter sans vous en rendre compte dans tous les pays d'Europe. Quand vous allez à l'étranger, vous avez vos euros et puis vous pouvez aller en Allemagne, en Espagne, en Italie. Demain, si vous avez au franc, il va falloir à nouveau changer de l'argent. Et ça sera un coût, hein, le changer de l'argent, il y a un coût à chaque fois. Et puis, les banques nationales, elles pourront, alors pas forcément plus, mais ça sera plus compliqué pour elles de se financer au niveau européen. Donc voilà, finalement, même si l'Union européenne, elle n'est pas parfaite, même si l'Union européenne, elle a des difficultés à faire certaines choses, il n'en reste pas moins que c'est le champion du commerce international et que dans son sillage, la France, elle est emmenée dans le commerce international et dans les accords signés avec les autres pays. L'Union européenne, finalement, elle est souvent le bouc émissaire des situations qui vont mal. C'est plus facile de dire c'est de la faute de l'Europe que c'est de la faute des personnes du pays. Donc c'est un bouc émissaire assez facile à trouver qui bon, a du mal à se défendre puisque même s'il y a un président de l'Union européenne, elle ne va pas pouvoir défendre la présidence, elle ne va pas pouvoir défendre à chaque fois. Et bon, en tout cas, l'Union européenne, c'est un projet grandiose, le plus abouti du monde, et c'est un beau projet. Ça reste un beau projet malgré les difficultés. Quatrième et dernière partie de notre chapitre 6, comme d'habitude, le bilan de la France et de son commerce international en 2019. Alors, on a une France mondialisée, hein, avec pas mal de biens qui sont échangés, et des forces et des faiblesses au niveau international. Donc en 2018, on constatait que le commerce de la France, il était excédentaire pour les boissons, les produits agricoles, vous lisez avec moi, des matériels de transport, l'aéronautique, les produits chimiques, etc. Mais qu'on reste largement déficitaire pour pas mal de produits aussi, et qu'au final, le résultat est négatif puisque notre balance commerciale, elle est en déficit. Je vous ai mis en 2018 quand même, la production automobile française occupe la 3e place européenne derrière l'Allemagne et l'Espagne. Ça montre que quand même, on a une place non négligeable dans l'Europe et qu'on garde une économie prospère de pays développés. En ce qui concerne les services, donc le tourisme français était au beau fixe avant le Covid. Et donc on a des recettes touristiques qui continuaient de croître. La France est la première zone en termes de visiteurs et elle a la 3e place en matière de recettes touristiques, derrière les États-Unis et l'Espagne. Donc c'est un secteur qui est très important pour l'économie française. C'est pour ça que la crise du coronavirus, elle est d'autant plus inquiétante parce qu'elle frappe en premier nos professionnels du tourisme. Donc l'offre, évidemment, elle peut être modernisée, améliorée, mais c'est un des plus gros excédents de la France, avec 17,5 milliards d'excédents d'euros en 2017. Donc là, on voit la provenance des recettes du tourisme étranger. Et on voit que finalement, les touristes qui viennent le plus nombreux en France, eh bien, ce sont nos voisins. On a les Japonais, les États-Unis et la Chine, mais le reste, eh bien, ce sont nos voisins qui nous apportent le plus de revenus pour notre économie touristique. Ensuite, quand on regarde les partenaires commerciaux et la place de la France, on va sans surprise, on va retrouver nos voisins. On a l'Union européenne pour les exportations qui représente 59,4% de nos exportations et 58,3% pour nos importations.
Et puis après, à l'intérieur des autres, qui représentent quand même 40%, on a l'Asie, 33%. On voit toujours qu'on a des échanges importants avec l'Asie. Et avec aussi les importations, hein, on voit que l'Asie représente 41% de nos importations, enfin, ou des importations des autres pays que l'Union européenne. Donc au final, l'Union européenne est notre principal partenaire commercial. Si on regarde nos excédents et nos déficits par rapport à nos partenaires commerciaux, eh bien, on voit que si on regarde deux pays principalement, on voit qu'on est en déficit important face à l'Allemagne et face à la Chine. Les importations, elles sont plus importantes que les exportations. C'est une évolution assez marquante, hein, puisque le poids de la Chine a vraiment augmenté depuis les années 2000, comme je vous le disais, dans le commerce international. Ensuite, là, on a les principaux déficits et les principaux excédents. Donc, on retrouve la Chine et l'Allemagne. Et on voit que par rapport à d'autres pays comme la Suisse, l'Espagne, les États-Unis, on est en excédent. Par rapport à ces pays-là, on exporte plus de marchandises vers eux qu'on importe de marchandises. Ce qui va nous poser problème, c'est ça, puisqu'on avait un excédent avec le Royaume-Uni, et donc on a tout intérêt à faire en sorte que le Brexit se fasse avec des accords de libre-échange pour encourager nos entreprises françaises à continuer à échanger avec l'Angleterre. Ensuite, on a notre balance commerciale sur la période, et là je vous ai mis une tendance un peu longue pour que vous vous rendiez compte. Ah bah oui, il y a un chat. Pour que vous vous rendiez compte de ce qui s'est passé là depuis 2007 et que vous ayez une vision globale des choses. Bon, on retrouve notre forte chute et la nouvelle rehausse, mais un ralentissement après, ce qu'on a constaté tout à l'heure. Et finalement, on voit que notre France, depuis les années 70, elle a essayé de s'en sortir là sur cette période-là où la balance commerciale était excédentaire, mais au final, on a un déficit là aujourd'hui qui est difficile à résorber. Et même s'il y a eu des petites améliorations, on est toujours dans une situation assez compliquée. Allez. Voilà, donc globalement, la France, elle est déficitaire, et puis le déficit se creuse depuis 2004 pour atteindre 57,5 milliards de dollars en 2019. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir, comment la France peut être plus efficace dans son commerce international. Si on regarde le taux d'ouverture et le taux de croissance de la France, là on a une tendance longue encore entre 1950 et 2012, on voit donc le taux d'ouverture, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, exportation plus importation divisé par 2 sur le PIB. Là, je ne vous ai pas mis les éléments de note, donc vous pouvez prendre en note. Et donc, on voit que le taux d'ouverture, finalement, il a toujours été positif, enfin, il a une croissance positive, alors que le taux de croissance, il baisse. Donc, oui, il a une tendance à la baisse et notre PIB ne baisse pas tout le temps. Hein. Je vous rappelle, il n'y a que quand le taux de croissance est négatif que la variable étudiée, elle baisse. Donc, il a baissé là, en 93 et en 2009. Mais tous les autres, à chaque fois qu'il est au-dessus de 0, il a augmenté. N'empêche qu'on a un taux d'ouverture largement supérieur à notre taux de croissance. On continue avec la situation interne du pays. On a un taux de croissance que je vous évoquais à l'instant, hein, on le retrouve bien négatif ici, et puis il a peiné vraiment à retrouver des valeurs qu'on espérait. En fait, avoir 2-3% de croissance, ce serait super pour le pays, et notamment parce qu'il y a la loi d'Okun en économie qui dit que pour faire baisser significativement le chômage, il faut atteindre 3% de croissance. Donc pour l'instant, ça a été plus compliqué pour la France. Mais on voit quand même que entre 2017 et 2018, on a une tendance inverse et que l'Allemagne a connu un taux de croissance plus faible que la France pour 2018. Mais on est toujours dans le souvenir des 30 glorieuses avec des taux de croissance autour de 5%. Et forcément, on espère y retourner, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas de solution miracle.
Et même on a du mal à retrouver le niveau d'avant 2007. Hein, vous voyez qu'on avait déjà un taux de croissance plus avantageux à 2,5%. En ce qui concerne l'inflation, eh bien, l'euro a vraiment fait son œuvre, puisque vous vous rappelez des chiffres faramineux de l'inflation dans les années 80. Et là, même si notre inflation elle a été un petit peu élevée en 2008, eh bien, ça explique d'ailleurs pourquoi la Banque Centrale Européenne, si vous reprenez le graphique des taux directeurs tout en haut, c'est pour ça qu'elle n'a pas baissé son taux tout de suite dans la crise, parce qu'il y avait un risque d'inflation. En tout cas, on voit que la crise a fait fortement chuter l'inflation, chuter les prix. Évidemment, la demande, elle était faible, et du coup, les prix ont chuté. Enfin, ils n'ont pas chuté, puisque, encore une fois, tant que l'inflation est positive, les prix augmentent. Hein, mais on voit qu'ils ont augmenté très peu en 2009. Donc notre inflation, elle est restée vraiment dans les clous, hein, globalement, inférieure à, mais proche de 2%. Donc on n'a pas eu une situation inflationniste. 2015, on a même craint la déflation, la baisse des prix, puisque vous voyez que là, on a vraiment une inflation quasi nulle. La déflation, c'est pas bien non plus pour une économie, puisque en fait, comme vous vous dites, ça sera moins cher demain, eh ben, vous allez reporter vos décisions d'achat, et donc les entreprises elles vont plus vendre, et forcément, ça va être la catastrophe au niveau économique. En ce qui concerne l'emploi maintenant, donc là on a l'évolution du taux de chômage français entre 2003 et 2019. Donc on voit qu'avant la crise de 2007, finalement, on n'était pas si mal en matière de taux de chômage et qu'on avait réussi à faire baisser notre taux de chômage à presque 6,7% en France métropolitaine ou à 7,2% dans toute la France hors Mayotte. En tout cas, les deux courbes se suivent, donc on peut affirmer sur les tendances. Mais la crise nous est tombée dessus depuis, et forcément, le taux de chômage, il a augmenté de manière inexorable hein, jusqu'en 2015. Et même s'il y a eu une petite baisse là, il n'y a pas eu de possibilité d'empêcher sa hausse à des niveaux hyper inquiétants. 10,5% de taux de chômage, c'est quand même un chiffre très très élevé. Donc, on avait une situation assez délicate, hein, c'est un euphémisme évidemment, sur le marché du travail. Et puis depuis 2015, on arrive quand même à faire baisser vraiment le taux de chômage, et en 2009, il arrive à 8,5%. Vous voyez que c'était un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 10 ans. Donc, quelque part, il y avait eu beaucoup de positifs là-dessus. On était bien en 2019. Mais on verra dans le prochain chapitre que, bon, bah, évidemment, c'est terminé tout ça, et que malheureusement, le coronavirus a un effet très, très négatif sur notre taux de chômage. En ce qui concerne les industries maintenant, donc en fait, je vous ai pris ce document parce qu'il montre que les entreprises françaises exportent vers les États-Unis. On a vu tout à l'heure que notre situation était excédentaire par rapport aux États-Unis, et on voit que y a des entreprises partout dans l'Hexagone qui exportent leurs produits vers les États-Unis, donc un certain dynamisme et une volonté de vendre les produits à l'étranger. Pour autant, en matière d'entreprise dynamique, on a le Global 500 qui nous donne les 500 plus grandes entreprises du monde. Il n'y a pas je n'ai pas retrouvé de synthèse comme ça pour plus récente, mais en tout cas, bon, la tendance est toujours la même. Ce sont les États-Unis qui ont le plus grand nombre de grandes entreprises, et la Chine vient tout de suite après. Tiens, on a le retour du chat. Et puis, n'empêche, on voit la 5e place de la France. Et donc, la France, elle a aussi des grandes entreprises à l'international. Donc, 28 pardon, sur 500, donc à la 5e place. Les pays se spécialisent hein, dans certaines productions. En Allemagne, on a une spécialisation sur les biens d'équipement et les biens de consommation. En France, on a plutôt, comme je vous le disais, le tourisme, mais aussi l'agroalimentaire. En Espagne, on a aussi le tourisme et puis récemment les biens d'équipement. Et en Italie, on a l'agroalimentaire, le tourisme et puis aussi les biens d'équipement. Donc on se spécialise un petit peu parfois sur des biens similaires, et c'est logique quand on a des situations économiques similaires. Pour les ménages maintenant, on retrouve mon petit graphique sur le taux d'équipement, où on voit que globalement les ménages français peuvent satisfaire leurs besoins en biens durables.
Et finalement, on a des biens qui sont possédés presque par tous les ménages, comme le réfrigérateur, le lave-linge, le téléviseur couleur. Et puis, on a les téléphones portables qui sont aussi beaucoup possédés en 2015. Donc, la situation, elle est finalement meilleure dans la satisfaction des besoins. Mais quand même, on ne peut pas finir ce chapitre sans évoquer une autre chose qui se passe, et c'est l'évolution des inégalités de revenus. Et en fait, dans un pays ou même dans le monde, il y a des personnes qui sont extrêmement riches et d'autres personnes qui sont extrêmement pauvres. Et ça crée une différence de situation qui devient difficile à accepter parce que comment expliquer qu'une personne, elle ne peut pas satisfaire ses besoins primaires, se nourrir, se loger, alors qu'une autre, elle pourrait le satisfaire 10 fois. Et donc, on a ce graphique-là qui nous donne l'évolution du rapport interdécile. En fait, on a pris les revenus des 10% les plus riches et les revenus des 10% les plus pauvres, et on a divisé l'un par l'autre. On voit que avant, les inégalités, elles étaient beaucoup plus importantes. Donc évidemment, on peut que être content et satisfait de voir ces inégalités baisser entre les années 70 et les années 80. Mais depuis les années 80-90, il y a eu une stabilité de ces inégalités et même une tendance à la hausse. Et c'est ça qui inquiète un petit peu. Jusqu'où va aller cette tendance à la hausse? Est-ce qu'on ne va pas être au détriment des populations les plus fragiles? Et le coronavirus fait encore plus poser cette question, puisqu'il y a des gens qui ont réussi à s'enrichir pendant cette crise, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres personnes pour qui la situation est extrêmement difficile, qui voient leur entreprise fermer ou qui ont perdu leur emploi. Et donc, cette différence de vécu par rapport à la situation pose question et nous fait penser que quand même, il faut faire quelque chose pour réduire ces inégalités. Finalement, quand on regarde le monde, et là on revient à une comparaison mondiale, on sort juste de notre cadre français pour cette partie. En fait, regardez, la France, en fait, là on a plutôt l'Europe, et finalement les inégalités de l'Europe, elles existent, mais elles sont presque les plus faibles des pays étudiés. Donc là, c'est la part des revenus de la zone du pays détenue par les 10% les plus riches. Donc en Europe, on a 35% des revenus qui sont détenus par les 10% les plus riches de la zone. Regardez cette courbe-là pour l'Inde. L'Inde, qui est en plein développement, connaît des inégalités qui augmentent vraiment. Et la Chine aussi, on voit que les inégalités ont fortement augmenté, même si là, elles stagnent un peu. Au Moyen-Orient, on a une forte inégalité des revenus, et en Amérique du Nord, on a aussi des inégalités de revenus importantes. Et si on se focalise sur Jeff Bezos, qui a une fortune à 113 milliards de dollars, c'est à peu près l'équivalent du Maroc, du PIB du Maroc, de toutes les richesses créées par ce pays au cours d'une année. Et donc, on voit qu'il y a quand même des sommes d'argent qui se sont concentrées à un endroit, et que peut-être ça a été favorisé par notre commerce international, et il va falloir s'interroger sur cette concentration des richesses, parce que forcément, elle a des effets négatifs sur les populations les plus fragiles, et les accords entre les pays ne peuvent plus ignorer cette situation-là, et il est vraiment temps de parler d'équitabilité et de développement durable pour que la grande majorité des habitants du monde, même la totalité, puisse satisfaire les besoins essentiels. Donc c'est sur cette note d'espoir, ou en tout cas ces enjeux qu'on finit ce chapitre. Donc une crise qui a eu des effets retentissants sur les économies, sur le commerce international. Les pays ont quand même continué à essayer de coopérer, en prenant conscience de ce que je viens de vous dire sur le développement durable, sur les inégalités, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et finalement notre commerce international, il a une grande mission aujourd'hui d'essayer de réduire ces inégalités pour construire un monde de demain qui soit meilleur que celui d'aujourd'hui. On a fini ce chapitre 6.